Florence d'Expat United. Je suis enchantée d'animer ce nouveau rendez-vous et ce dernier rendez-vous de l'expatriation avant l'été. C'était pas forcément très facile de réunir sur le même plateau autant de personnes, donc je suis ravie que tout le monde ait pu accepter. Pour ce rendez-vous, l'idée en fait c'était l'objectif c'était donc d'expliquer, notamment avec les élections des 11 députés des Français de l'étranger, on a voulu en fait mettre la lumière sur toutes les organisations qui œuvrent pour les Français de l'étranger au quotidien dans le monde. Et voilà, pour cela, on a voulu réunir une personne de chaque institution pour pouvoir nous expliquer son rôle. Donc on a la chance d'avoir un plateau très fourni, il n'y aura même pas forcément la place de mettre tout le monde en caméra en même temps, donc je vais essayer de switcher entre tout le monde. Mais donc je vais faire entrer les premières personnes et ensuite je vais vous les présenter. Dans un premier temps, chaque personne va donc se présenter, définir son rôle, etc. Et après, vous aurez la parole et donc je vous encourage vraiment, si vous avez des questions, à venir les poser. C'est le moment ou jamais. Si vous rencontrez des problèmes dans votre pays, si vous avez des questions sur des démarches administratives, voilà, c'est vraiment le moment de les poser. Donc, monsieur l'ambassadeur, monsieur Zeller, bonjour, enchanté. Vous m'entendez bien? Oui, bonjour madame. Ça va Bonjour, bien, merci. Donc, il est heure du matin à Ottawa, je suis donc avec vous, oui. D'accord, très bien. Écoutez, je vais faire entrer les autres personnes et après, on commencera par vous, je vous laisserai la parole. Alors, je vais faire entrer monsieur le consul, monsieur Bontemps, le consul de Houston. On a du monde qui s'est levé tôt pour nous ce matin, on est vraiment ravis. Bonjour monsieur Bontemps, vous m'entendez bien? Bonjour Florence, je vous entends bien. Alors, je vais faire ensuite rentrer madame Lepage. Bonjour madame Lepage, vous m'entendez bien? Je vous entends bien, bonjour. Bonjour, je vais faire entrer monsieur Le Breton. Et après, comme je vous disais, parce qu'il y a encore monsieur Coronado qui vient d'être élu député en Amérique du Sud, qui doit aussi intervenir, mais je vais switcher après entre vous, on va s'arranger. Écoutez, tout d'abord, merci à vous 5 d'avoir répondu présent. Comme je disais, c'est pas forcément facile de réunir, d'avoir les agendas de tout le monde disponibles au même moment. Donc je suis vraiment ravie que vous ayez accepté de participer. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est que chacun puisse se présenter, présenter le rôle de son institution, le rôle que vous avez auprès des Français de l'étranger, en règle générale. Donc, je voulais vous présenter monsieur Zeller. Vous êtes ambassadeur de France au Canada donc, depuis septembre 2011. Parmi vos autres fonctions, vous me corrigerez si jamais je me trompe, parmi vos autres fonctions, vous avez travaillé à l'ambassade de France aux Seychelles, au Maroc, puis vous êtes devenu ambassadeur de France en République de Hongrie de 2004 à 2007 et ensuite ambassadeur de France en République d'Indonésie jusqu'en 2011 où vous avez pris du coup le poste d'ambassadeur de France au Canada. Est-ce que je me trompe? C'est exact. Simplement, je veux aussi souligner que c'est donc une carrière de diplomate, mais nous simplement affecté au ministère des Affaires étrangères. Et pour enrichir notre carrière, souvent, nous allons également dans d'autres institutions. J'ai travaillé au ministère de la Recherche et j'ai aussi été préfet d'un département français, préfet de l'Ariège, ce qui est tout à fait utile parce que finalement, un diplomate, il représente toutes les activités de son pays et parfois d'avoir été sur le terrain en France, c'est bien utile lorsque l'on doit témoigner aux autorités ou s'intéresser par exemple à l'organisation territoriale du pays dans lequel on est affecté. Très bien. Mais écoutez, je vais vous laisser du coup présenter le rôle des ambassades, votre rôle plus particulier auprès des Français de l'étranger. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, simplement d'abord quelques chiffres, vu que la France a l'un des réseaux diplomatiques les plus étendus. C'est un choix qui a été effectué au cours des différentes dernières années. Malgré la contrainte budgétaire, on pourrait dire tant d'ambassades, est-ce bien utile? C'est vrai que nous en avons 163 aujourd'hui, ambassades, alors qu'il y a à peu près 200 pays dans le monde, donc certains de mes collègues
sont accrédités auprès de plusieurs pays à la fois. Le diplomatique est l'un des plus importants du monde, généralement près les États-Unis. Et puis n'oublions pas également qu'il y a environ une quinzaine de représentations permanentes auprès des institutions internationales comme l'ONU, l'Union européenne et l'AIEA par exemple à Vienne. Le réseau consulaire, M. Bontemps en parlera, mais aujourd'hui, ça représente 92 consulats généraux et consulats de par le monde, auxquels il faut ajouter, c'est tout à fait important, les agences consulaires, qui sont en quelque sorte des tout petits postes consulaires relais. Ici au Canada, par exemple, nous avons 10 agences consulaires qui relaient l'activité des 6 généraux. Alors, une ambassade, donc j'en reviens précisément au métier d'ambassadeur. L'ambassadeur, il est d'abord le représentant officiel de la France, le représentant de l'État, le représentant du président de la République, le représentant des membres du gouvernement dans le pays auprès duquel il est accrédité. Tout ambassadeur est d'ailleurs nommé en Conseil des ministres et fait donc partie des quelques 400 fonctionnaires français qui sont nommés en Conseil des ministres comme les directeurs d'administration centrale. L'ambassadeur, il est d'abord, en quelque sorte, chargé de veiller globalement aux intérêts de la France dans le pays, et donc c'est ma responsabilité ici au Canada, les intérêts de la France au Canada, comme je l'ai fait en Hongrie ou en Indonésie. Alors, c'est un terme un peu général, bien sûr, mais ça veut dire que nous avons d'abord une mission d'information dans les deux sens. Moi, ma responsabilité, c'est d'informer les autorités françaises, le président, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, tous les membres du gouvernement, sur ce qu'est aujourd'hui le Canada, sur la manière dont il est gouverné, sur les choix politiques qui y sont faits, sur son évolution économique, sur ses enjeux sociaux, sur l'évolution de la société canadienne, de l'ensemble du pays, aussi de chaque province, puisque c'est un pays fédéral. Et en sens inverse, ma responsabilité, c'est aussi d'expliquer auprès de mes interlocuteurs canadiens, alors c'est le Premier ministre canadien, c'est le gouverneur général, c'est les membres des gouvernements fédéraux et provinciaux, l'évolution de notre propre pays, les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux culturels. Donc on a un rôle d'information croisée en quelque sorte, et bien entendu tout ceci se traduit régulièrement aussi par des rencontres. J'étais à Paris il y a quelques jours à l'occasion de la visite que le Premier ministre canadien, M. Harper, à notre président de la République il y a exactement d'ailleurs 2 semaines, pratiquement à la même heure. Ça, c'est le rôle en quelque sorte un peu officiel de l'ambassadeur. Sur le terrain, l'ambassadeur, c'est aussi un chef de moi toute une équipe, d'abord à l'ambassade elle-même, j'ai plusieurs chefs un colonel du ministère de la Défense qui va traiter les dossiers de défense entre la France et le Canada. Il y a un colonel de gendarmerie qui traite le dossier en matière de sécurité intérieure. Il y a un conseiller pour les affaires financières, donc un représentant des finances. Il y a une magistrate qui a suivi liaison entre nos organismes de justice de part et d'autre. Et puis, plus près de moi, très directement, relevant également du ministère des Affaires étrangères, j'ai un conseiller culturel pour traiter de la coopération culturelle entre nos deux pays, un conseiller scientifique, un conseiller pour les questions d'échange universitaire. Ça, ce sont les collaborateurs immédiats de l'ambassadeur. Si on élargit un petit peu le cercle, il y a aussi un certain nombre d'organismes dans les 2 heures qui viennent et que connaissent beaucoup de nos compatriotes expatriés. UbiFrance, par exemple, soutenir l'activité des PME françaises exportées sur les marchés du monde. L'Agence française pour les investissements plaide pour que des investissements étrangers se fassent en France. L'Office français d'immigration, par exemple, est présent ici au Canada, car nous avons beaucoup d'échanges d'immigration. Chaque année, nous avons plusieurs milliers de jeunes Français qui viennent s'installer au Canada, mais nous souhaitons aussi que des jeunes Canadiens et particulièrement Québécois viennent s'installer ou travailler en France. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, on en parlera encore, des organismes comme Atout France qui assurent la promotion du tourisme en France. Et puis, mais je laisserai M. Éric Bontemps,
dans cet ensemble de fonctions que doit coordonner l'ambassadeur, il y a la fonction consulaire, et là il y a deux cas de figure. Dans les États-Unis, le Canada, nous avons des consulats, et le consul général, ici par exemple au Canada, à Montréal, à Québec, à Toronto, mais aussi à Vancouver, à Calgary, et même dans les provinces maritimes, donc à Moncton et Halifax, ce sont des collègues Quai d'Orsay qui ont véritablement la responsabilité, dans la zone où ils sont affectés, de veiller aux intérêts de nos compatriotes qui ont en quelque sorte une délégation de la part de l'ambassadeur de pouvoir de contact avec les autorités locales. Il y a d'autres ambassades, c'était le cas quand j'étais à Jakarta ou à Budapest, où cette fonction consulaire est directement intégrée à l'ambassade, et finalement l'ambassadeur, il est également le consul général. Alors, je contre 3 points. Le premier, c'est que je considère que ma mission, et donc c'est la 3e fois que je suis ambassadeur, elle est vraiment d'être au service de nos compatriotes qui sont les acteurs de cette relation bilatérale, parce que nous, finalement, nous sommes les médiateurs de cette relation, nous avons un rôle réglementaire. Beaucoup d'autres acteurs, il y a d'abord évidemment les membres du gouvernement, le président de la République, les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires qui rendent des visites, et Dieu sait si la coopération directe entre la France et le Canada, entre la France et le Québec est très dense. Bien entendu les entreprises, d'ailleurs nous travaillons beaucoup avec les chambres de commerce françaises, nous rencontrons très souvent ces sénateurs, et nous avons très souvent le plaisir, quels que soient les postes et les incidents. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. De toute manière, comme je disais, on va d'abord faire une présentation de chaque intervenant, et puis après, voilà, en fonction des questions, vous pourrez du coup repréciser certaines choses. Alors, je vais donc passer la parole à Monsieur le Consul, Monsieur Bontemps. Je vais faire aussi une petite présentation et donc vous me reprendrez si jamais je me trompe. Vous êtes donc consul à Houston depuis le mois d'août 2011. Auparavant, vous avez travaillé au ministère de la Coopération et du Développement pendant 6 ans, puis au ministère des Affaires étrangères à compter de 2002. D'abord en Côte d'Ivoire, puis à l'ambassade de France en Jordanie. Et ensuite, pendant 3 ans, vous avez été responsable du pilotage stratégique à l'Agence française de développement. Le consul général, en fait, c'est la personne qui est au contact de la communauté française, pour les Français expatriés. C'est une partie importante de son rôle. Donc, nous nous occupons des sujets d'état civil, par exemple, lorsque ont besoin d'une carte d'identité, d'un passeport, enregistrer une naissance, un mariage, parfois malheureusement un décès, eh bien c'est le consul général qui le fait. Donc nous avons un petit peu le rôle qu'aurait une mairie en France, les citoyens. C'est une partie de la... Nous nous occupons également de l'AL pour ces Français expatriés, notamment un très important en matière d'expatriation, qui est l'aide à la scolarité. Ça représente aujourd'hui une grosse partie de nos budgets d'intervention pour les Français qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. Nous avons un dispositif de bourse, de prise en charge qui sont extrêmement importants. De ce que l'on appelle la protection consulaire. Qu'est-ce que la protection consulaire? Eh bien, ça concerne nos compatriotes qui auraient à un moment des difficultés avec la justice, avec les autorités pénales dans le pays où ils résident. Et à ce moment-là, le consul est là, que leurs droits sont respectés. Alors, nous ne sommes pas des avocats, ce n'est pas notre rôle. Nous n'allons pas demander la libération de nos compatriotes s'ils ont été emprisonnés suite à une infraction pénale. En revanche, nous intervenons pour nous assurer que leurs droits sont respectés, que leurs missions d'incarcération, s'ils doivent être incarcérés, sont correctes, décentes et respectent les obligations de l'État d'accueil en la matière. Nous avons également un rôle important de protection à la plus globale de la communauté française dans le cadre de plans de sécurité de la communauté française que nous avons notamment dans les pays dans lesquels il y a des risques
de risques naturels, risques. Ici, il y a eu les cyclones, par exemple, dans d'autres pays. Naturellement, ce rôle est assez limité et très variable selon les pays. On imagine bien qu'aux États-Unis, s'il y a une difficulté, nos compatriotes vont d'abord se tourner vers les autorités américaines, qui sont en charge de la sécurité dans le pays. Cependant, nous avons, nous, après d'une bonne diffusion de l'information dans la communauté française, et puis il peut y avoir des cas, je ne sais pas moi, un Français, lors d'une évacuation liée à un cyclone, perd ses papiers, perd son passeport, n'a plus de moyens de partir ou de rentrer en France, le consulat est naturellement là pour aider à lui redonner des papiers immédiatement, faciliter son départ ou autre. Voilà, je dirais, à grands traits, ce qui concerne notre appui à la communauté française. Le consul général a également un autre rôle. L'autre volet, c'est les étrangers en France, c'est-à-dire en fait les visas. Le consul général, c'est la personne, enfin le consulat et l'autorité de service qui délivre les visas. Un rôle important, très lourd dans certains pays. Ici, aux États-Unis, c'est relativement simple. Il y a d'autres pays où c'est plus compliqué. Donc, voilà ce que fait un consul général, du moins, je mets une petite nuance que l'ambassadeur Zeller indiquait déjà tout à l'heure, métier strictement consulaire. Dans un pays très étendu, comme les États-Unis, comme le Canada, nous avons des consulats généraux qui sont en dehors de notre Washington, puis à puisque ça recouvre le Texas, qui à lui seul est plus grand que la France, plus l'Oklahoma et l'Arkansas. Et dans ces États, en fait, j'agis en tant que délégué de l'ambassadeur. Le consulat général, c'est un peu une succursale de l'ambassade. Donc, au-delà des fonctions strictement consulaires, il y a également un rôle à jouer en matière de représentation politique, présence économique de la France, présence culturelle. Le consulat essaye de couvrir tous ces aspects. Très bien, merci beaucoup. Je vais donc maintenant laisser la parole à Madame la sénatrice, Madame Lepage, donc, qui a été élue sénatrice pour représenter les Français établis hors de France en 2008. Avant cela, en fait, elle a été présidente de l'ADFE de 2000 à 2006, puis vice-présidente de l'AFE de 2006 à 2008. Donc l'ADFE, l'AFE, on comprendra peut-être mieux ce que c'est tout à l'heure avec Monsieur Le Breton. Elle est, pour information, membre également de la Commission des affaires culturelles, membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Madame Lepage, est-ce que j'ai fait une petite erreur dans votre présentation? Sinon, n'hésitez pas à me reprendre. Et sinon, si tout est bon, je vous invite à vous présenter, à présenter le rôle des sénateurs et votre rôle en particulier. Oui, bonjour Florence. Peut-être un petit rectificatif. Je n'ai pas été présidente de l'ADFE. J'ai été présidente du groupe ADFE à l'Assemblée des Français de l'étranger, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Cette rectification étant faite, en effet, je suis sénatrice depuis 2008 et il y a 12 sénateurs sur 348 qui représentent les Français de l'étranger au Sénat. 4 appartiennent au groupe socialiste et 8 au groupe UMP. Donc, comme les sénateurs en France, ils sont élus au scrutin universel indirect et eux, les sénateurs des Français de l'étranger, sont élus par les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, donc des personnes comme Tanguy Le Breton. Alors, que font ces sénateurs? Eh bien, ils font, comme les autres sénateurs, un travail parlementaire qui consiste à contrôler le gouvernement par le jeu des questions orales, questions d'actualité, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, ils votent la loi. Et ils veillent à ce que les Français de l'étranger ne soient pas oubliés dans les textes de loi qui sont votés. Et puis, ils ont aussi un rôle pour régler certains problèmes administratifs de personnes qui ont peut-être des difficultés avec l'administration.
Et puis, comme les sénateurs de France, ils visitent leur circonscription. La difficulté, l'intérêt, c'est que leur circonscription, c'est le monde entier. Donc, je passe personnellement, mais je crois que mes collègues sénateurs, c'est à peu près la même chose. Je passe à peu près 3 semaines par mois au Sénat et puis 1 semaine à voyager pour aller rencontrer les communautés françaises à l'étranger. Alors, quand je vais dans un pays, je fais peu de tourisme, je n'en fais même plus, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais d'abord dans les ambassades et les consulats, je rencontre les ambassadeurs, le consul général, mais aussi les agents de l'ambassade et du consulat, qui, il faut le dire, fournissent un gros travail, et ce sont eux qui servent d'interface avec le public, et comme toute personne qui a affaire au public, c'est parfois un peu difficile. Je visite également les écoles du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il y a un grand nombre d'écoles avec des statuts différents, des problématiques différentes, et puis aussi les instituts culturels, les alliances françaises. Je rencontre aussi les communautés d'affaires, les chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur, et puis bien sûr les associations de Français qui sont un bon reflet de la communauté française. Ces voyages, bien sûr, nourrissent mon travail parlementaire. Ça me permet de mieux comprendre les difficultés que rencontrent les Français. Bon, j'ai moi-même vécu à l'étranger pendant de nombreuses années, donc j'ai quand même une petite sensibilité pour cela. Mais c'est vrai que les problématiques peuvent être différentes selon les continents. Et ces voyages sont très utiles pour nourrir, enrichir mon travail parlementaire. Voilà, à gros traits, ce que fait un sénateur des Français de l'étranger. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Donc, Monsieur Le Breton, c'est à vous. Donc, pour vous présenter, vous êtes élu AFE depuis 2006 sur les Pays-Bas, de manière indépendante. Et à côté de cela, il faut préciser, vous êtes en fait ingénieur consultant chez ING et vous résidez donc dans le Benelux depuis 10 ans. Est-ce que j'ai fait une faute de parcours ou tout est bon? Non, c'est bon. Bonjour Florence, vous m'entendez bien? Bonjour. Parfait. Oui, donc je vais parler effectivement des conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger de par le monde. Madame la sénatrice a commencé à en parler très bien. Ils sont évidemment complémentaires au rôle des sénateurs. Et ce sont effectivement, ils forment le collège, comme l'a expliqué Madame Lepage, des électeurs des sénateurs. Nous sommes 180, enfin maintenant avec les 11 députés, on sera un peu plus, mais on est 155 élus, donc dans toutes les circonscriptions du monde. Il y a aussi 12 conseillers désignés par le ministre lui-même, donc des affaires étrangères, les 12 sénateurs et donc maintenant les 11 députés qui viennent d'être élus la semaine dernière. Notre rôle de conseiller, d'abord il est double, il est d'abord à Paris durant les sessions que nous avons. Il y en a une justement demain, une session de bureau, c'est-à-dire en fait en format assez réduit, qui va durer 2 jours, donc demain, vendredi et samedi matin. Mais les grandes sessions sont celles de septembre et de mai, qui durent 1 semaine et qui rassemblent donc tous les conseillers du monde entier qui viennent à Paris pour l'occasion parler de toutes les questions qui concernent les communautés françaises à l'étranger. Donc ça peut être des questions de sécurité, ça peut être des questions liées à l'enseignement français à l'étranger, donc les écoles françaises, des questions de culture, de francophonie même, en tout cas de langue française, des questions fiscales, et je crois que ce sont des questions qui sont souvent évoquées en France. C'est aussi, bien entendu, des questions d'ordre social. Je pense notamment aussi même au secours encore donné aujourd'hui aux anciens combattants. Donc toutes les questions qui intéressent les Français de l'étranger sont les questions prioritaires conseillées à l'Assemblée des Français de l'étranger. Voilà. Le deuxième rôle, c'est local. Ici, dans la circonscription, c'est de jouer un rôle d'interface avec, d'un côté, notre communauté qui nous a élus, tous les 6 ans, nous sommes élus au suffrage universel direct, et puis de l'autre côté, l'administration française, au premier chef, bien entendu, le consulat, comme l'a rappelé Monsieur le Consul Général, c'est quand même une sorte de mairie, enfin ça peut être notre mairie à nous, Français résidant hors de France. Donc une relation directe d'interface entre la communauté
et l'administration. J'oublie pas, bien sûr, les ambassadeurs, les ambassades qui ont aussi un rôle très important, notamment dans les pays où la sécurité pose des fois problème. Mais je dirais que notre interlocuteur principal, c'est d'abord et avant tout le consulat pour représenter notre communauté française. Voilà. Donc ça, c'est un peu la mission principale donc, des conseillers à l'AFE. Ils ont un rôle donc important, notamment par rapport à aujourd'hui, donc je dirais les services publics pour les Français et l'étranger, qui fait quoi? On a un rôle de représentant, mais aussi de facilitateur. On peut donner, je dirais, des indications sur le ressenti de la communauté française par rapport au service consulaire, par exemple. On peut aussi donner des idées. On est les mieux placés, je dirais, pour avoir un retour d'expérience sur la relation, justement, entre les Français et leur administration. Donc, c'est ce rôle principal. Je dis souvent, on est un peu une sorte de délégué de classe entre les Français d'un côté et puis l'administration française, qu'elle soit locale ici dans leur pays, donc ambassade et consulat, mais aussi à Paris, avec les liens que l'on peut avoir directement au sein des différents ministères qui ont à traiter des questions pour les Français de l'étranger. Voilà. Très bien, merci. J'avais quand même deux petites questions pour vous, Monsieur Le Breton, pour compléter votre présentation. Je ne sais pas si vous avez dit combien il y avait d'élus AFE dans le monde ou j'ai peut-être pas. On est 180 conseillers, plus maintenant les 11 qui viennent d'être députés, mais les élus réellement, ceux qui sont élus par les communautés françaises, on est 155. Donc on rajoute 12 sénateurs, plus 12 conseillers désignés par le ministre, plus le ministre, ça fait 180, et donc plus 11 députés, ça fait 191 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. D'accord. Et donc, en fait, ils sont répartis comment, en fait, ces élus AFE de par le monde? Alors, il y a eu un découpage assez ancien. Madame Lepage, qui connaît mieux que moi, parce qu'elle est siégée donc plus longtemps que moi à l'Assemblée, pourrait vous en dire plus, mais c'est un découpage assez ancien. Je me fais une parenthèse pour dire que c'est bon justement de penser à redécouper à nouveau, enfin, de répartir, je dirais, l'ensemble des mandats sur le monde, parce que maintenant on voit des zones qui sont surreprésentées et d'autres qui sont sous-représentées, et donc il serait bon effectivement de revoir cette carte électorale des circonscriptions. Mais il y a deux sortes de circonscriptions. Une où il y a un conseiller seul qui est élu, et c'est le cas par exemple de la Mgen ici aux Pays-Bas, et puis des pays ou des ensembles de pays où il y a plusieurs conseillers élus sur des listes. C'est le cas par exemple en Belgique à côté où ils sont ciselés. Voilà. Aussi au Canada, puisqu'on a évoqué le Canada tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors j'ai encore une dernière petite question. Au sein de la DFE, il y a, est-ce qu'on peut le dire, donc deux associations qui sont l'ADFE et l'UFE. Du coup, je voulais savoir, soit vous, soit Madame Lepage, si vous pouvez du coup en dire un petit peu plus pourquoi est-ce qu'il y a deux associations, etc., comment c'est organisé. Donc l'AFE, c'est l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc ça, c'est le terme le plus important, celui qui représente l'institution. Il y a maintenant, au niveau des associations représentatives, deux structures très importantes. Une qui est l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, qui est la plus ancienne, et qui a été donc dédoublée par une seconde association dans les années 80, je crois en 81, Madame Lepage pourra en parler, qui s'appelle donc l'Association démocratique des Français de l'étranger, la DFE, l'une étant de droite, plutôt de sensibilité de droite étant donc l'UFE, l'autre plutôt de sensibilité de gauche, la DFE, et à toutes deux, je dirais, elles représentent, elles sont des structures associatives, partout présentes dans le monde, pour représenter les Français. Il se trouve que je ne suis, moi, un élu indépendant, c'est-à-dire que je n'appartiens ni à l'une ni à l'autre, mais globalement, les élus à l'AFE sont tous quelque part issus, ou en tout cas ont participé localement à la vie associative de l'une ou de l'autre de ces structures. D'accord, très bien. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Lepage ? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Ces deux associations sont apolitiques, mais ont une sensibilité. Et comme l'a dit Tanguy Le Breton, l'UFE a plutôt une sensibilité de droite, donc qui regroupe les différentes sensibilités de droite, tandis que l'ADFE, qui est aussi apolitique, regroupe différentes sensibilités de gauche. Et ce n'est pas neutre si je dis cela, parce que les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, même s'ils sont réunis dans des groupes,
avec des noms d'associations, ils élisent des sénateurs qui, eux, ont un rôle politique et qui ont ensuite une étiquette politique. Donc, pour préciser ma pensée, les conseillers UFE éliront plutôt des conseillers UMP, des sénateurs UMP, tandis que les conseillers ADFE éliront plutôt socialistes ou verts, enfin, de tendance de gauche. D'accord, très bien. Monsieur Le Breton, et je vais encore me rediriger vers vous, mais vu que vous étiez du coup candidat pour les élections législatives, est-ce que vous, du coup, vous pouvez nous décrire un petit peu quel est le rôle du député? C'est une grande question, effectivement, qui a fait des durant ces élections et qui va continuer à le faire. D'abord parce que la participation n'a pas été très importante, 24% au premier tour et encore moins au second tour. Ça veut dire que quelque part, les Français résidant hors de France ont eu du mal à se sentir concernés par cet enjeu. Voilà. Et je crois qu'il y avait deux visions par rapport à ce rôle du député. Est-ce que c'est un député de plus, je dirais, qui va s'ajouter, je dirais, aux autres en France, avec justement une étiquette politique, ou est-ce que c'est justement un député qui va représenter plus particulièrement ces Français là où ils sont et donc dans leur grande diversité. Et par exemple, parler de celle que je connais bien, donc la circonscription de Benelux, représenter plus spécifiquement les Français qui vivent au Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-Bas à l'Assemblée nationale. Ce débat, je crois qu'il va encore se tenir dans les prochains mois. Donc les députés vont maintenant rentrer à l'Assemblée des Français étrangers et à l'Assemblée d'ailleurs tout court. Ils vont essayer de définir leur place de la même manière que nous, d'ailleurs, conseillers à l'AFE et aussi nos collègues sénateurs vont eux aussi essayer maintenant de revoir un peu leur position par rapport aux nouveaux députés. Donc tout ça va se mettre en place. Mais la question, elle est importante. Quel est le rôle d'un député aujourd'hui représentant les Français résidant hors de France? C'est un peu comme, là je repars sur un autre sujet, mais service public pour les Français à l'étranger, qui fait quoi? C'est une grande question. Mais je voudrais aussi relancer le débat en disant peut-être, enfin vous direz un peu si c'est possible, mais avec pour faire quoi? Parce que la grande question qui maintenant intéresse les Français étrangers, c'est leur administration. Maintenant, ils en ont plus conscience. Ils ont aussi conscience qu'ils sont maintenant représentés de manière assez complète. Mais l'éventail, ou du moins le cadre précis de ce qui peut être fait pour eux, de leurs droits et en même temps de leurs devoirs, ça mériterait, je crois, d'être précisé. De la même manière que l'administration française étrangère, on lui demande beaucoup de choses et les moyens, forcément, malheureusement, ne suivent pas. Et je crois qu'on est arrivé à un point aujourd'hui où c'est très très difficile pour l'ensemble des administrations, notamment les personnels, de faire ce que leur mission leur demande de faire. Et donc, au-delà de qui fait quoi, c'est peut-être pour faire quoi. Il y a peut-être une question de redéfinition des missions de service public à l'étranger. Parce que oui, justement, du coup, en fait, l'élection des députés, en fait, peut remettre en cause chacun, finalement, de vos rôles. Madame Lepage, si vous voulez vous exprimer là-dessus, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole. Bon, en ce qui concerne le rôle du député, moi je le vois comme complémentaire de celui des sénateurs. C'est une représentation dans les deux chambres. Nous avons un système bicaméral, donc il est normal d'avoir une représentation dans les deux chambres. Ce qui manquait jusqu'à ce jour, c'est c'est si l'on débattait d'un texte ou d'une partie d'un texte qui concernait les Français de l'étranger. Donc là, ça permet d'avoir une représentation équilibrée. Un mot sur la participation. En effet, elle n'a pas été à la hauteur des attentes pour les élections législatives, mais il faut constater que pour les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, la participation n'est jamais très élevée non plus. Bon, il y a une question d'information. Bon, le ministère des Affaires étrangères a fait un gros effort d'information, c'est vrai, mais peut-être que le fait d'aller élire son député n'est pas encore entré dans les mœurs. Il y a eu des difficultés techniques. Bon, je pense qu'il ne faut pas condamner dès la première élection. Mais c'est vrai que ça, quelque part, ça pose question si la participation, à terme, n'est pas plus élevée. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à ajouter, monsieur l'ambassadeur Zeller ou monsieur le consul Bouters, n'hésitez pas. Puisque vous m'en donnez la possibilité, je voudrais juste confirmer qu'effectivement, pour nous, les diplomates, les ambassadeurs, les consuls généraux, apparaît désormais. Mais c'était je crois, et d'ailleurs pas nécessairement politisé en tant que tel.
apparaît désormais cette nouvelle catégorie d'élus, les députés. Je le disais tout à l'heure, j'ai été préfet, et donc pour moi, d'une certaine manière, tout le monde va trouver ça peu à la manière dont en France, dans un département, il y a le préfet, les conseillers généraux qui sont un peu, monsieur Le Breton le disait tout à l'heure, eh bien au fond les délégués de la classe, mais en tout cas qui sont élus par la population locale. Les députés, les sénateurs, c'est un dispositif dont nous avons l'habitude en France métropolitaine, donc je pense qu'on trouvera vite l'équilibre entre ces différentes fonctions à l'étranger. Du point de vue de l'administration, c'est vrai que nous aussi, nous sommes un petit peu déçus de voir que la participation n'a pas été extrêmement élevée. Elle a quand même été soutenue par l'introduction pour la première fois de cette possibilité du vote net qui, finalement, et malgré quelques difficultés techniques, a rencontré un assez grand écho et un assez grand... une des pistes pour faciliter la participation à l'avenir de nos compatriotes à nos élections nationales. Merci beaucoup. Monsieur Bontemps, si vous avez quelque chose à ajouter. Je dirais simple que, effectivement, le résultat des élections en termes de participation a naturellement déçu un peu tout le monde, d'autant que nous avions fait un très très gros effort depuis un an de mise à jour des listes électorales, d'information, etc. D'ailleurs, les élections présidentielles se sont bien passées pour les législatives. Peut-être est-ce lié déjà à l'arrivée des vacances dans certaines parties du monde, d'une partie de la communauté française, forme de lassitude liée aux scrutins qui se sont succédés. C'était moins satisfaisant. Comme le disait l'ambassadeur Zeller, l'introduction du vote par Internet, même si tout n'a pas été parfait, a nettement constitué un progrès et a permis de un taux de participation quand même qui restait, je dirais, à peu près raisonnable. Avec les élus, eh bien, je dirais que en tant que consul général, moi, je suis ravi d'avoir des élus autour de moi. Ce sont des gens qui sont extrêmement importants pour avoir le contact avec la communauté française, savoir ce qui se passe. Donc, nous avions ici jusqu'à présent un passage régulier de sénateurs. Madame Lepage, d'ailleurs, depuis longtemps à Houston, j'ai eu le plaisir de l'accueillir. Nous avions des élus à l'AFE. Nous aurons maintenant des députés des Français de l'étranger. Tant mieux, je m'en félicite, j'en suis ravi. C'est pour nous une occasion supplémentaire d'être en contact avec la communauté. Je précise d'ailleurs que si les élus ont un particulier très spécifique, et nous les reconnaissons en tant que tels, nous avons vraiment beaucoup d'autres contacts indirects avec la communauté française à travers, eh bien, par exemple, les accueils français à l'étranger qui jouent un rôle très important et qui jouent souvent un rôle de trait d'union avec le consulat, à travers les chambres de commerce, à travers toute une série d'associations et de structures qui organisent cette communauté française à l'étranger et avec lesquelles nous entretenons des liens suivis, constants, réguliers. C'est différent du rôle des élus, mais c'est important également. Très bien, merci. J'en profite juste parce qu'on est sur le rôle des députés. Je pose la question de Lisette, qui est expatriée au Brésil, en fait, qui demandait finalement pour un député, est-ce qu'il vaut mieux avoir un vécu d'expatrié pour pouvoir bien représenter la population, ou vaut mieux du coup avoir plutôt un pied à l'Assemblée nationale et être présent sur Paris, selon vous? Qui veut intervenir? Moi, je veux bien intervenir. Je pense que quelque part, cette personne pose la question aussi du parachutage, qui est peut-être plus aigu à l'étranger. Je pense qu'il est important de bien connaître les personnes qu'on représente. Donc, le choix que mon parti a fait, c'est d'investir surtout des candidats du terrain. Eh bien, ce choix a été un bon choix. Et je crois que les Français qui ont voté se sont reconnus dans ce choix, puisqu'il y en a quand même 7, 8 qui ont été élus. Je crois qu'après, c'est une question d'organisation. Organisation, certes, un petit peu difficile, entre... Et puis aussi aller visiter la circonscription volontaire des DOM-TOM ont réussi à
à résoudre. Donc, ils trouveront des solutions avec des relais sur le terrain pour les grandes circonscriptions, relais peuvent être par exemple les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. D'accord, très bien. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Breton? Oui, non, c'est juste pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est essentiel. Donc, le rôle d'un parlementaire, effectivement, il est triple. Hein. Représenter les Français dans leur grande diversité, contrôler le gouvernement, et puis, bien entendu, faire les lois. Pour représenter les Français, notamment ceux qui sont résidents hors de France, il faut quand même bien les comprendre, bien connaître, je dirais, leur quotidien. Je dirais même presque parler la langue qu'ils parlent eux-mêmes au quotidien. J'ai été, comme l'a dit Madame Lepage, assez choqué moi-même aussi de voir le nom de parachutage, là je parle plutôt donc pour l'UMP, lors de ces élections législatives. C'est franchement ne pas tellement respecter globalement notre communauté étrangère que de... Voilà. Donc clairement, la réponse, c'est plutôt quelqu'un effectivement bien ancré dans sa communauté, qui comprend et qui partage les cultures locales. Et donc, ma préférence va plutôt vers quelqu'un qui est bien implanté. D'accord. Et sinon, du coup, juste pour en finir, sur le découpage, c'est vrai qu'il y a des zones vraiment extrêmement grandes. Comment vont faire les députés? Enfin, si vous avez un petit peu répondu, Madame Lepage, sur le fait qu'ils vont s'appuyer du coup sur les élus locaux. Mais il y a Lisette qui demandait en fait comment a été fait le découpage. C'est historique en fait, hein, c'est ça, ça a été fait il y a quelques années en fait. Oui, en fait, le découpage n'est pas si ancien que ça. Il a fait suite à la loi qui créait les députés des Français de l'étranger. Donc, il est relativement récent, mais il y a eu bien sûr des ajustements. D'abord parce qu'il y a des régions du monde où il n'y a pas tant d'expatriés que cela. Et puis, il y a peut-être eu aussi quelques ajustements politiques, mais qui n'ont pas payé pour celui qui les a fait. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Avant de passer la parole aux intervenants, j'avais une dernière question en fait sur une intervenante que j'ai sollicitée pour participer à ce rendez-vous mais qui ne pouvait pas y assister. C'est Madame Benguigui, donc qui a été élue ministre des Français de l'étranger. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment va s'engranger son rôle en plus du vôtre, quoi? Comment est-ce qu'elle va être un soutien ou quel va être son rôle? Est-ce que quelqu'un veut bien en parler? Moi, je veux bien dire deux mots. Madame Benguigui est ministre déléguée, donc auprès du ministre des Affaires étrangères, et elle sera plus particulièrement en charge de la francophonie et des questions relatives aux Français de l'étranger. Et puis après, je voulais juste rajouter qu'effectivement, plusieurs noms, il y a un portefeuille qui est donc Conseil étranger. Bien entendu, il est localisé au ministère des Affaires étrangères, donc c'est souvent un ministre délégué ou un secrétaire d'État. C'est tout à fait important parce que c'est au fond la garantie qu'au gouvernement, la préoccupation relative à la situation de nos compatriotes à l'étranger, les législations les concernant, les négociations à mener avec nos pays partenaires sur des problèmes comme la fiscalité, comme l'enseignement, sont ainsi traités au niveau gouvernemental. Donc nous, diplomates, ambassadeurs, consuls, nous considérons tout à fait essentiel qu'à côté du ministre des Affaires étrangères lui-même, il y ait un autre membre du gouvernement en charge des Français à l'étranger. Et ce sont plus particulièrement nos collègues de la direction des Français à l'étranger, qui est l'un des grands services qui travaillent auprès de ce membre du gouvernement qui est désormais... D'accord, alors j'enchaîne sur une autre question et après on va passer vraiment aux questions des intervenants, qui est la question de French Toast, sauf si vous avez une caméra, non vous n'avez pas de caméra, qui disait quid de l'avenir, la représentation à l'Assemblée et les services publics évoqués ici pose forcément la question de la contribution financière des expatriés. Donc, sur la question de la fiscalité qui se cache derrière la question de French Toast, eh bien, il est faux de dire que les Français de l'étranger ne payent pas d'impôts en France. Le centre des non-résidents perçoit chaque année à peu près 500 millions d'euros qui viennent des impôts des non-résidents, donc des Français de l'étranger. Donc déjà, c'est un point important. Ensuite,
La question sous-jacente, c'est ne va-t-on pas créer un impôt sur les Français de l'étranger? Bon, à ce stade, le président de la République, qui n'était encore que candidat à l'époque, a été très clair sur la question. Il en était question dans cette vision des conventions fiscales avec des pays tels que la Suisse, la Belgique et le Luxembourg pour lutter contre l'évasion fiscale. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la partie questions. On va laisser la parole à Romain. Romain qui est un habitué de nos rendez-vous d'expatriation et je le remercie. Donc Romain est donc expatrié en Espagne. Apparemment, il fait beaucoup plus beau qu'à Paris en Espagne. Et bien Romain, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Il fait très beau, c'est vrai, il fait très chaud, dans les 38 degrés à peu près. C'est vrai qu'un petit peu de pluie nous ferait du bien. Ceci étant dit, pour rebondir sur la question de la francophonie, je crois que le malaise, si malaise il y a bien sûr, est venu surtout du fait que l'on attendait une personne un petit peu plus technique sur ce poste que quelqu'un qui certainement a un grand bagage culturel et qui aura beaucoup à apporter. Au niveau francophonie, mais peut-être manque-t-elle d'une assise plus pratique, plus au fait des problèmes que les Français à l'étranger rencontrent, et je crois que le malaise vient de là. On attendait quelqu'un un peu plus technique, puisque souvenez-vous, les personnes qui ont précédé cette dame dans cette charge, l'ancien secrétaire d'État, le premier d'ailleurs, n'avait non plus aucune assise à l'étranger et a été beaucoup critiqué à ce niveau-là. Donc je crois que c'est ça. Quant à moi, personnellement, c'est vrai qu'en Espagne, je suis tout à côté de la France. Je me sens bien entendu très concerné par ce qui s'y passe et personnellement, je n'ai jamais raté aucune élection. Et j'ai toujours voté en bon citoyen. Mais la proximité avec la France fait certainement beaucoup. Je crois qu'on est beaucoup quand même, on est quand même privilégié au niveau information. Et on se sent nettement plus concerné que si on habite au bout du monde. Bien qu'aujourd'hui, le bout du monde, avec Internet, est quand même relativement... c'est une notion très, très relative maintenant. Je n'ai pas de problème particulier non plus avec l'administration quant à mon statut de résident étranger. Les fois que j'ai eu besoin des services consulaires, ici à Valence aussi, j'ai toujours obtenu satisfaction, donc je n'ai pas de critique particulière ni même de questions. Je veux dire, peut-être d'autres intervenants plus loin que moi qui habitent à l'autre bout du monde, comme je disais tout à l'heure, auraient d'autres questions bien plus intéressantes que les miennes. Je vous repasse la parole, Florence. Je vous remercie de m'avoir cédé en premier et merci beaucoup pour votre émission. Merci beaucoup. Je vais faire intervenir du coup un autre habitué. Bonjour Stéphane. Oh, bonjour. Donc Stéphane, en fait, qui prépare son expatriation au Cambodge, si je ne me trompe pas. Allez-y pour votre question. Eh ben oui, j'y suis d'ailleurs. Ah, bah super. Oui, j'y suis. En fait, je rentre la semaine prochaine en France pour prendre un peu de recul sur mon projet. Oui, c'est très intéressant en fait d'entendre des députés, des sénateurs, un ambassadeur aussi, un consul, parce que quand on est vraiment loin de France, donc un peu plus loin que l'Espagne, on a quand même le sentiment d'être un petit peu seul. Je veux dire par là que au Cambodge, il y a 4000 expatriés français, donc c'est pas énorme. Donc les contacts sont assez rares finalement, c'est un petit peu ce que je disais dans mon dernier message, les contacts sont un petit peu rares, et les points d'appui pour aider un entrepreneur, par exemple, français qui veut s'implanter dans le pays, sont aussi relativement rares, alors très très précieux évidemment, mais relativement rares. Et je trouve que c'est un petit peu, enfin le discours que j'entends, que je comprends tout à fait, et ça me fait vraiment plaisir d'entendre qu'on est soutenu par des représentants au niveau de l'État et au niveau de différentes chambres, me paraît assez en décalage malgré tout avec la réalité de ce que finalement un expatrié volontaire vit quand il arrive dans un pays.
Parce que, enfin, en tout cas, ce qui me concerne, moi, ce que j'ai, les seuls contacts que j'ai pu avoir, c'est avec le service économique de l'ambassade de France à Phnom Penh et avec le directeur de la chambre de commerce franco-cambodgienne. Grosso modo, ça s'est limité à peu près à ça, donc c'est intéressant parce que ça permet de se constituer un réseau. Mais toutes les questions sur la francophonie, comment dire, les grandes idées assez générales finalement sur les Français à l'étranger, à titre personnel, me concernent pas beaucoup, puisque moi, ma problématique, c'est plutôt d'essayer de m'implanter dans le pays et puis de faire quelque chose qui correspond à mon véritable besoin. Voilà, donc je sens un décalage. Et du coup, ma question, puisque j'en ai une quand même, c'est de dire finalement, quand on veut créer une entreprise et qu'on est à l'étranger, en dehors de l'Europe, parce que je pense que la situation des Européens, enfin des Français en Europe est un petit peu différente de ceux qui sont par exemple en Asie ou en Amérique du Sud, quel soutien on peut avoir de la part de vous, par exemple, sénateurs, députés, ambassadeurs. Je suis toujours un peu, enfin moi je suis encore un petit peu perdu, quoi. Oui, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit le rôle des députés et des sénateurs à vous aider directement à créer une entreprise. Simplement, il y a des structures. Bon, UbiFrance est l'une d'elles. La Chambre de commerce en est une autre. Voilà. Alors, je vais essayer de prolonger la réponse de Madame Lepage, mais plutôt par rapport effectivement à votre besoin à vous qui est plutôt local. Là, par contre, les élus, donc le ou les conseillers à l'AFE localement sur la partie Asie peuvent vous aider directement si vous les contactez pour vous mettre en rapport avec d'un côté les interlocuteurs locaux, ça peut être, vous les avez déjà trouvés donc sur l'administration, etc. Les conseillers du commerce extérieur, mais aussi, et c'est peut-être pas non plus inintéressant pour vous, les contacts de la communauté française, quelles que soient les structures associatives, les fondations, etc., qui, elles, connaissent tout le tissu des Français établis au Cambodge. Là, je pense que c'est intéressant pour vous. Donc, soit par le site de consulat, soit par le site donc, des conseillers à l'AFE, que vous trouverez donc, sur le site de l'AFE, donc sur Internet, vous allez trouver les contacts qui, eux, pourront vous aider sur les questions locales que vous aurez. D'accord. Et je peux ajouter dans l'élu à l'Assemblée des Français de l'étranger de votre circonscription, Marc Villard est un ancien président de Chambre de commerce, il est président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée des Français de l'étranger et je pense qu'il est la personne qui peut le mieux vous aiguiller vers des solutions. Il s'appelle Marc Villard. D'accord. Vous avez ses coordonnées sur le site de l'Assemblée des Français étrangers sur Internet. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Vous aviez une autre question, Stéphane, ou est-ce que ça a bien répondu à votre Oui. question? Moi, j'avais une question plus générale, mais bon, après, en fait, je suis très heureux que dans ces élections, je suis très heureux d'avoir le sentiment qu'on a beaucoup plus parlé des Français à l'étranger cette fois-ci, en tout cas au niveau des élections présidentielles et des législatives, que dans les élections précédentes. Donc ça me paraît aller effectivement dans le bon sens. Par contre, je me demande, mais c'est une question vraiment très générale, pourquoi il y a de plus en plus de Français qui s'expatrient, malgré le fait que justement ils soient, semble-t-il, de mieux en mieux représentés. C'est justement parce qu'ils sont bien représentés qu'ils peuvent s'expatrier. Il parle de créer de la richesse ailleurs, quand même. Non, mais je plaisantais. L'évolution de la population des Français établis hors de France qui grandit de l'ordre de 3 ou 4% chaque année, ce qui est énorme. Et donc la question a un sens. Il faudrait savoir pourquoi réellement les Français partent de France pour des raisons professionnelles, affectives, familiales ou autres, ou simplement chercher l'aventure ou chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas trouvé en France. C'est une vraie question parce que c'est quand même un phénomène assez nouveau qui n'est pas, à mon avis, propre à la France, mais qui est réel et qu'il faut regarder de près. On dit notamment, on voit assez régulièrement que en fait, la France n'aide pas beaucoup en fait, les entrepreneurs et que beaucoup sont obligés de partir à l'étranger justement pour entreprendre. Est-ce que c'est pas une raison et est-ce que il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là pour justement garder nos Français en France aussi, ceux qui veulent s'investir dans une entreprise? Pour répondre à la question, tout simplement, en fait, on l'a dit au départ, je crois, en introduction de cette conférence, on a la présence administrative
la plus importante quasiment au monde, après celle en tout cas des Américains, par les services consulaires. On a un service diplomatique qui est extrêmement développé et étendu, et on a maintenant 3 modes de représentation de la communauté française, donc les conseillers à l'AFE, les sénateurs et les députés. Je dirais qu'on a quand même tous les moyens pour aider et accompagner les Français en dehors de France. Oui, j'ajouterais, en effet, peut-être que dans certains pays, il est très facile de créer une entreprise. Peut-être aussi qu'il y a des jeunes qui, n'ayant pas trouvé leur place en France, vont tenter leur chance à l'étranger. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces Français qui partent un jour ont peut-être envie de revenir en France et que là, ils sont en mesure d'apporter toute leur expérience, qui est une grande richesse. Donc c'est vrai que partir est certains considèrent ça comme une fuite de cerveau. Moi, je pense qu'il faut aussi voir ça. Il y a un autre volet, c'est le retour et un apport de richesse et d'expérience, mais qu'il faut savoir utiliser. Et c'est pas toujours le cas. Le retour en France peut parfois poser problème. Il faut veiller à ce que ça se passe mieux. D'accord, très bien. Bon, Stéphane, vous aviez un complément ou c'est bon? On va peut-être prendre d'autres questions. J'ai écrit des choses, donc voilà. Vous avez écrit comment peut-on dire qu'un jeune ne trouve pas sa place en France? Oui, enfin, moi qu'un sénateur me dise qu'un jeune ne puisse pas trouver sa place en France, ça me choque profondément. Surtout, on relie ça au fait qu'ils doivent partir à l'étranger pour trouver sa place, ça me choque encore plus. Et quand on sait que le retour, enfin moi j'ai moi-même recruté pas mal de gens dans ma vie précédente professionnelle, et je me rends compte qu'en fait que les recruteurs ne valorisent que très peu finalement l'expérience à l'étranger, en tout cas pas comme elle devrait être valorisée, dans le sens où finalement être parti à l'étranger, c'est souvent perçu comme une preuve d'instabilité. À tort ou à raison, hein. Je ne juge pas, mais en tout cas, ce que je vois et ce que je constate, c'est que dans la plupart des entreprises de taille moyenne, comme les PME, qui font quand même le gros du tissu économique français, ce n'est pas une expérience qui est extrêmement valorisable. Donc je trouve que là, il y a vraiment des questions de fond qui se posent. Et bon, enfin voilà, ça reste à l'état de question. J'ai pas de point de vue, je le déplore simplement, parce que je trouve ça un petit peu dommage qu'on doive partir, finalement, quitter notre pays pour faire notre vie ailleurs, parce qu'on ne trouve pas notre place, et en plus que ce soit cautionné par un sénateur, ça franchement ça me choque. Non, mais je pense pas qu'elle a dit ça. Non, je pense pas qu'elle ait dit ça. Et il faut pas non plus forcément trouver les raisons à cette question auprès de tel ou un tel, mais c'est plutôt un état d'esprit que l'on constate en France. C'est vrai qu'il y a, vu de l'extérieur, et je pense que maintenant vous êtes au Cambodge, vous devez certainement le voir, vu de l'extérieur, on a le sentiment qu'en France, il y a des blocages, et c'est pas nouveau. Bon. Donc si finalement certains veulent partir pour justement découvrir autre chose et tenter leur chance ailleurs, je trouve que c'est plutôt positif, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'on peut les aider, est-ce qu'on peut les accompagner? C'est sûr. Et là, sur cette question-là, autant l'administration, autant les élus peuvent réellement les accompagner et les aider. Oui. Oui, si j'ai parlé de jeunes qui ne trouvaient pas leur place à l'étranger, ça ne veut pas dire que je le cautionne, ça veut dire que j'en ai rencontré des jeunes qui m'ont dit ben oui, on est parti de France parce qu'en France, on n'a pas trouvé de travail. C'est ça que je veux dire quand je dis ils n'ont pas trouvé leur place. Bon, ils acquièrent quelques années d'expérience à l'étranger. S'il ne reste pas trop longtemps, c'est valorisable à l'étranger. Mais je vous rejoins tout à fait. Il est regrettable qu'en France, dans les entreprises, on ne valorise pas davantage l'expérience à l'étranger. Ce qu'on n'a pas fait en France, c'est comme si on ne l'avait pas fait. Et là, je vous rejoins tout à fait. C'est un état de fait. Là, il faut changer les mentalités. Et ça ne veut pas dire du tout que je cautionne cet état de choses. Merci beaucoup. Depuis 3 ans, c'est même en Asie du Sud-Est, Jakarta en particulier. Je pense que c'est tout à fait essentiel que nous ayons des compatriotes qui visent l'Asie du Sud-Est. C'est quand même aujourd'hui l'une des zones de croissance. Ce sont des pays qui font 6-7% de croissance annuelle. Et nous avons tout autant besoin de gros groupes français, puisqu'il y a d'énormes besoins dans ces pays en infrastructure, en développement, que de petites entreprises. De Nice en Indonésie, j'ai vu de jeunes restaurateurs, j'ai vu de jeunes entrepreneurs en matière de services, développer des activités. Je crois que la meilleure réponse, c'est de dire que nous essayons de l'ambassade de retrouver
commerce, les conseillers du commerce extérieur, qui ont un rôle tout à fait important. Ce sont vraiment des gens qui sont désignés par arrêté du commerce, qui sont là, ces jeunes entrepreneurs. Ça me paraît absolument essentiel. Moi, j'ai été heureux de terminer ma fonction d'ambassadeur en Indonésie par la première visite d'un premier ministre, François Fillon, il y a exactement un an, l'an dernier. Et je peux vous dire que ça a tout à fait galvanisé l'esprit de nos entrepreneurs français à Jakarta, d'avoir un soutien aussi explicite de la part des pouvoirs publics et ensuite un relais constant auprès des autorités locales. Merci beaucoup. On va passer à une autre question qui va être, je pense d'ailleurs notamment pour vous, monsieur l'ambassadeur. On a Julie qui est présente, hein, qui n'a pas sa webcam, mais qui a posé sa question, qui est la suivante. Elle est mariée en Inde avec un Indien et elle a des problèmes avec l'ambassade de France pour la transcription de son mariage. Voilà, donc elle demande un petit peu des conseils, elle ne sait pas comment faire, donc si vous avez des conseils pour elle. Les questions d'état civil sont toujours évidemment très complexes, c'est l'un des moments de la vie. Là, c'est le mariage, ça peut être la transcription de la naissance, qui, lorsqu'on est expatrié, montre à quel point parfois rapprocher notre législation, notre réglementation française, qui est très importante. D'ailleurs, parfois nous sommes même à travers l'édition qui ont été prises lorsque l'état civil français a été instauré à l'origine de bien des dispositions qui ont ensuite été prises par les règles locales, par exemple dans un pays qui était auparavant sous régime anglais. Ça, c'est véritablement la responsabilité directe du consul, hein, c'est parmi ses toutes premières responsabilités, d'aider nos compatriotes dans la gestion de l'état civil. Au cas précis, bien entendu, je pense que mes collègues à New Delhi, peut-être à Bombay ou dans la ville où réside Julie, doivent être en mesure de lui apporter toutes les informations avec le soutien à Paris de la direction des Français à l'étranger. Si cette discussion est difficile, elle peut devenir aussi un cas d'école et parfois c'est ainsi qu'on fait progresser les relations bilatérales en engageant des négociations avec les autorités indiennes pour peut-être faciliter, au fur et à mesure qu'ils ont des expatriés il y a justement des législations entre elles et donc tout un monde de la négociation consulaire en ce domaine. Mais Julie, elle doit avoir pour interlocuteur du consulat à New Delhi. C'est ce qu'elle indique en fait, c'est qu'apparemment elle n'a pas de réponse en fait suite à son contact avec le consul. Faut qu'elle contacte. Donc je vais envoyer un mail dès aujourd'hui à mon collègue ambassadeur à New Delhi pour appeler l'attention sur la situation de Julie, dont nous avons le nom en plus, donc ça sera facile qu'elle puisse être contactée par mes. Ok, bah écoutez, je vous redonnerai son contact après, il n'y a pas de souci. Pardon, monsieur Le Breton ? Elle peut aussi contacter ses élus localement en Inde. Il y a aussi des conseillers à l'AFE en Inde. D'accord. Alors, du coup, j'en profite pour une question, pour trouver, parce qu'en fait, alors, il y a beaucoup de questions là qu'il va falloir que je vous pose, mais finalement, si on veut trouver ces élus AFE localement, c'est sur le site de l'AFE, comment ça se passe ? Oui, c'est un site donc, qui s'appelle AFE-assemblée.fr et vous avez donc l'annuaire de tous les conseillers élus dans le monde entier avec leurs coordonnées téléphoniques, postales et email pour les contacter directement. D'accord, donc il y a peut-être tout intérêt en effet à s'appuyer en plus sur ces personnes-là. Alors, j'avais une question générale. Pourquoi les députés ont été élus par zone et les sénateurs pour le monde entier ? Ne pourrait-on pas élargir le collège, ça c'est la première question et je vous donne la deuxième partie, ne pourrait-on pas élargir le collège d'électeurs des sénateurs afin que ceci soit plus représentatif plutôt qu'élu par des conseillers AFE que peu de Français connaissent ? Donc ça c'est une question de Jean 80. En effet, il serait pas peut-être, mais il serait sûrement souhaitable d'élargir le collège électoral. Il y a des
déjà des modèles, comme ça se fait pour l'élection des sénateurs de Paris. On élargit le collège électoral pour donner plus de crédibilité à ces sénateurs. Donc oui, élargir le collège électoral, j'y suis tout à fait favorable. D'accord. Une autre question de Jacques, Madame Lepage, qui vous était adressée. Vous qui connaissez bien l'Allemagne, prenez-vous exemple de ce que font les Allemands pour retenir leurs compatriotes? On voit très peu d'expats allemands, a priori. Est-ce que vous confirmez? Moi, je pense que ça dépend des pays. Je ne peux pas comparer exactement les chiffres des Allemands expatriés et des Français expatriés. En général, les Allemands se fondent davantage dans le pays où ils sont. Peut-être ils se font pas immatriculer dans les consulats, donc peut-être que en effet on les voit moins, mais je ne peux pas comparer, je ne sais pas. Et puis, je le répète, partir à l'étranger, c'est pas toujours une fuite, c'est aussi un enrichissement. Donc je ne sais pas s'il faut empêcher les Français de partir à l'étranger. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question tout à l'heure plus globale de Jacques également, qui demandait finalement, alors peut-être qu'on peut refaire juste un petit tour de table, finalement, grosso modo, quand on a une démarche administrative à faire, vers qui se tourner? Est-ce que chacun de vous peut redire, voilà, à l'ambassade ou au consulat, on peut faire telle et telle démarche, avec un sénateur, on peut faire telle démarche, peut-être on va revenir vite fait dessus. Monsieur l'ambassadeur Zeller, je vous laisse la parole. L'ambassadeur est le plus disponible possible sur tous les contacts, sur toutes les matières. C'est vrai que personnellement, je reçois beaucoup de responsables d'entreprises qui sont de passage ici à Ottawa, mais il m'arrive de traiter de cas consulaires très actifs, des Français qui rencontrent telle ou telle difficulté. Là, par exemple, nous avons un problème de garde d'enfants dans un couple en voie de séparation. C'est un dossier que je suis personnellement. Je rappelle donc que dans une ambassade, vous avez des interlocuteurs qui traitent de dossiers économiques, de dossiers culturels, de dossiers scientifiques, universitaires. Et nous avons tous désormais des sites internet qui sont finalement peut-être la première possibilité pour un compatriote de nous saisir, de nous soumettre ses préoccupations. Après, je peux vous assurer que nous faisons en sorte, nous sommes tous touchés par les restrictions budgétaires, par les restrictions d'emploi, mais nous faisons en sorte d'être le plus disponible possible. Vous savez, nous avons choisi ce métier qui est un métier d'observation, bien sûr, un métier de contact, un métier politique à bien des égards, mais c'est surtout un métier de garde de nos compatriotes. Et plus nous les recevons, plus nous écoutons leurs élus. Je reconfirme combien c'est important d'avoir pour un ambassadeur des contacts permanents avec les membres de l'Assemblée des Français à l'étranger élus dans son pays. Et plus, eh bien, nous portons l'action de nos... Plus précisément, je ne sais pas si mon collègue Bontemps est encore en ligne, mais le réseau consulaire, 16 consulats sur l'Amérique du Nord, ça permet quand même à nos compatriotes de relayer leurs préoccupations dans des pays qui ne sont pas si faciles à vivre qu'on pourrait l'imaginer, comme les États-Unis ou le Canada. Très bien, merci beaucoup. Madame Lepage, si on peut juste redire en 2 mots, voilà, quel genre de dossier êtes-vous habitué à traiter? Comment pouvez-vous aider les Français de l'étranger au quotidien? Eh bien, je peux interpeller le gouvernement sur une question, disons, d'ordre général qui concernera un groupe de Français à l'étranger. Un exemple, les médecins français qui ont un diplôme étranger et qui n'arrivent pas à à le faire reconnaître en France pour ne pas entrer trop dans les détails. Donc je peux interpeller le gouvernement sur ce genre de choses. Je peux essayer de faire évoluer la législation sur cette question-là. Et puis aussi sur des questions, des dossiers individuels qui, pour une raison parfois inexplicable, coincent auprès de l'administration. Donc je peux aider à décoincer ce dossier, même si c'est pas mon rôle principal. Mais dans ces cas-là, les sénateurs interviennent après que les conseillers à l'AFE ont eux-mêmes essayé de débroussailler le problème.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au délégué de classe, Monsieur Le Breton. Voilà, donc effectivement, on est quand même les premiers à, je dirais, à être contactés, sollicités par nos compatriotes. Donc c'est effectivement exact. On reçoit beaucoup de demandes. On est surtout des points de contact dans la communauté. Et donc on est amené à répondre sur des questions d'information, des conseils sur éventuellement trouver un emploi ici, quels sont soit au sein des organismes français ou européens, mais plutôt aussi au sein des organismes locaux, donc du pays d'autres, les bonnes parties, les bonnes portes à ouvrir pour trouver la réponse, soit au sein de la communauté française. Souvent les questions sont tiens, est-ce que vous ne connaissez pas une personne qui fait ceci ou cela? Donc là, on agit réellement directement en donnant l'information. Voilà. Donc c'est ça. Après, donc le consulat, c'est clair, ce sont les affaires de la communauté française, donc notamment par rapport aux questions qu'elle traite, les élections, les écoles françaises, les affaires sociales, l'emploi éventuellement. Bon. Maintenant, l'ensemble des questions qui sont posées, et notamment quand elles concernent l'intégration dans le pays hôte, ou des questions effectivement fiscales, sociales, liées au pays de résidence, là, l'administration peut-être des fois répondre si elle a les compétences, si elle a la capacité aussi d'y répondre, comme disait M. l'ambassadeur, avec le manque de moyens, ça devient de plus en plus difficile. Sinon, il faut, je crois, se rapprocher des structures associatives, mais éventuellement des élus quand ils ont la réponse, ou éventuellement soi-même s'appuyer aussi sur les réseaux qui aident les expatriés, mais aussi les réseaux en langue donc du pays de résidence qui peuvent aider. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Monsieur le consul Bontemps, pour préciser un petit peu. D'ailleurs, Stéphane disait dans les commentaires que le consulat était vraiment un soutien pour eux localement. Donc, sur quoi les expatriés peuvent vous interpeller? Quel est votre rôle en quelques mots? Comme je le disais, les consulats interviennent comme le ferait une mairie en France. Donc nous avons tout ce qui a trait à l'état civil, pour lesquels les Français viennent nous voir, les démarches consistant à vouloir obtenir un nouveau passeport, une nouvelle carte d'identité, toute cette partie-là. Il y a également l'aide sociale, un Français en difficulté sociale, ou alors un Français, par exemple, qui recherche un appui, une bourse pour inscrire ses enfants dans une école française. C'est également le consulat qui intervient. Et puis, il y a une partie que nous espérons mettre en œuvre le moins possible, qui est notre intervention en cas de difficulté, lorsqu'il y a une crise, par exemple, du pays. Oui, Monsieur l'ambassadeur Zeller, oui. Je voulais juste ajouter une précision, c'est que une rencontre de tous les élus de l'Assemblée des Français à l'étranger élus au Canada ou aux États-Unis, c'est le même principe, avec l'ensemble des personnels diplomatiques et consulaires au Canada. Donc il y a une coordination étroite qui pendant 2 jours nous permet de travailler ensemble sur les dossiers concernant la présence de nos compatriotes au Canada. Je vais profiter peut-être pour vous dire au revoir, pour vous remercier d'avoir organisé cette émission et pour confirmer que côté des collègues diplomatiques, consulaires, nous sommes vraiment en permanence dans le souci d'aider au mieux nos compatriotes dans leurs projets, parfois dans leurs difficultés également. Ici, il y a au Canada probablement de l'ordre de 150 000 Français, en tout cas à peu près 80 000 qui se sont inscrits auprès de nos consulats, 65 000 des électeurs, tous n'ont pas voté, mais bien entendu, c'est une grosse responsabilité, c'est l'équivalent, c'est presque l'équivalent de la population d'un petit département français, certes, en tout cas un outil de démultiplication de la relation avec le Canada et avec l'ensemble de ces provinces, pas simplement le Québec, si on a aussi que les Français viennent dans ces régions qui se développent très vite, comme Vancouver, comme la Colombie-Britannique, comme l'Alberta. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à cette émission. Merci beaucoup à vous, Monsieur l'ambassadeur. Et merci d'être resté, parce que je sais que vous n'aviez pas beaucoup de temps et je sais que vous êtes resté un petit peu plus longtemps que prévu, donc merci beaucoup. Romain, je vais vous remettre en caméra pour poser votre question, tant qu'à faire. Oui, j'avais une question pour Monsieur Le Breton, le délégué de classe. Voilà, pourrait-il nous expliquer brièvement comment l'on devient conseiller AFE
Est-ce que c'est une fonction rémunérée? Bénéficie-t-il d'un statut juridique ou même diplomatique spécifique? Voilà, ce sont des questions que, a priori, je me pose. Pour le reste, on sait plus ou moins sénateur, etc. Mais alors, les conseillers AFE, pour moi, du moins, c'est tout à fait inconnu. Et vous n'êtes pas le seul à ne pas connaître ou à méconnaître l'institution, puisque c'était l'objet principal du pourquoi je me suis présenté ici aux Pays-Bas en 2006 comme candidat. C'était justement de faire en sorte que ce rôle, ce mandat soit plus connu et compris par mes concitoyens. Donc j'ai passé la plupart de mon temps, donc depuis 5 ans, à expliquer à mes concitoyens ici aux Pays-Bas le rôle, l'émission principale d'un conseiller à l'AFE. Alors comment est-ce qu'il est élu ou comment devient-on conseiller? Il faut le vouloir, il faut avoir, je crois, le sens de la représentation, de la compréhension aussi de ses compatriotes, donc avoir un rôle actif, déjà associatif si possible au sein de la communauté, et puis à l'occasion justement du renouvellement qui a lieu l'année prochaine pour les zones Asie et Europe, donc en 2013, ce sera le cas, et dans la zone Amérique et Afrique dans 4 ans, si je ne me trompe pas. Donc se présenter, c'est une élection au suffrage universel direct à un tour, ce qui est quand même plus simple comme élection. La deuxième question, c'était sur les moyens dont on dispose. Ils sont assez limités, mais on a quand même une indemnité. On en a deux, enfin, on en a une qui sert à aller donc 2 fois par an pendant une semaine à Paris, donc frais de transport et d'hébergement sur place à Paris. Ça couvre globalement les frais. Et une seconde, qui est du coup celle-là, la même pour tous les conseillers à l'AFE dans le monde entier, de 1 000 €, donc ce qui est quand même assez important, notamment dans certaines régions du monde, et qui, elle, est destinée à couvrir les frais que vous avez dans l'exercice de votre mandat localement. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, aux Pays-Bas, les déplacements, le temps consacré, les moyens techniques, l'allocation des salles si on fait des réunions, etc. En ce qui me concerne, en fait, sur mon site d'élu, j'ai indiqué ce que je faisais précisément de mes indemnités. Donc, voilà, globalement, ça couvre, je dirais, l'investissement que vous avez sur le plan matériel, mais ça ne couvre pas le temps que vous y passez. Voilà. Et Merci avez-vous beaucoup. un statut juridique, avez-vous un statut juridique particulier, voire diplomatique? On est reconnu de fait, en tout cas de plus en plus, par les ambassadeurs et par les consuls qui savent maintenant très bien qui nous sommes et qui ne manquent pas une occasion, en tout cas je l'espère, c'est le cas, je vous rassure ici, dans mon pays en tout cas, de nous associer régulièrement, quelles que soient les occasions. On n'a pas un statut vraiment très important, mais on a quand même une certaine visibilité. On est associé, on est informé, on est globalement invité à toutes les occasions où un représentant de la communauté doit être présent. Et puis il y a les textes qui précisent effectivement notre participation dans tous les comités consulaires. Donc Et du coup, Romain, vous allez peut-être vous présenter l'année prochaine, vous avez entendu, c'est en 2013. En disant c'est pas la raison pour laquelle j'avais posé la question, mais c'est vrai, c'est une véritable interrogation parce que le rôle des conseillers AFE m'était absolument inconnu. Autant les sénateurs ont un rôle que je connaissais depuis longtemps, mais bon, les conseillers AFE, non. Alors donc je profitais de votre émission pour m'informer, voilà. Merci. J'avais une question de Stéphane, je vais vous remettre en cam d'ailleurs, mais je la pose. Est-il obligatoire de s'inscrire au consulat ou à l'ambassade quand on vit à l'étranger? C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé fortement pour pouvoir participer aux élections, en cas de problème. C'est fortement recommandé, mais en effet, ce n'est pas obligatoire. Très bien. Il y avait eu des questions qui avaient été formulées sur le site. J'avais notamment en fait un expatrié qui était d'ailleurs en Espagne, à Malaga. Et en fait, apparemment, il y a un consul qui a fermé il y a pas très longtemps. Alors du coup, je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question, mais du coup, il disait qu'il était obligé d'aller à Séville en fait pour refaire, je crois, son passeport. Comment faire en fait quand on doit on n'a pas toujours en fait un consul ou une ambassade, c'est ça, à portée de main en fait pour pouvoir refaire ses papiers. Il n'y a pas d'autre alternative. Comment ça se passe? L'alternative, ce sont les consuls honoraires. S'il y a un consul honoraire à Malaga, et là je ne peux pas répondre à la question,
on peut aller auprès du consul honoraire pour faire un certain nombre de démarches. S'il n'y a pas de consul honoraire, en effet, il faut se déplacer au consulat le proche pour déposer son dossier de demande de passeport, déposer ses empreintes, etc. et retourner le chercher. Disons que les choses ont quand même assez amélioré depuis quelques temps, mais je rappelle, c'est vrai que c'est peut-être pas suffisant comme réponse, mais on a quand même un des services consulaires qui sont un des plus importants au monde, notamment sur le maillage du territoire. Alors c'est vrai qu'il y a des régions dans le monde, notamment aux USA par exemple, où pour aller au consulat, il faut prendre l'avion et prendre l'avion pendant 2 ou 3 heures pour aller faire une démarche maîtrisée, donc c'est compliqué. Mais encore une fois, il faut la comparer à ce qui se passe dans les autres pays et comparer notre réseau à celui des autres. Très bien. Stéphane, vous aviez une question, je vous laisse la poser. Oui, oui, non, j'ai une question sur parce que je me rends compte qu'il y a énormément, enfin en vous écoutant, il y a énormément d'intervenants qui participent de près ou de loin à la vie des Français à l'étranger ou des expatriés. Là, on a entendu un ambassadeur, un député, un sénateur, un consul, on entend parler de consul honoraire, j'ai rencontré des conseillers du commerce extérieur de la France, j'ai rencontré la Chambre de commerce franco-cambodgienne, il y a l'Institut de France, il y a, enfin bref, en fait, il y a la direction et l'agence de la, comment dire, l'agence de la francophonie. Enfin, il y a énormément finalement d'intervenants, de têtes de réseau, si je peux dire ça comme ça, et de gens sur qui, au bout du compte, on peut s'appuyer pour des choses qui sont très spécifiques à chacun. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque part une possibilité de consulter un peu, soit une liste, soit le détail de ce que font tous les intervenants, parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Hein. Moi d'ailleurs, je ne connaissais pas le rôle des uns et des autres aujourd'hui, je découvre avec grand plaisir, mais est-ce qu'il y a une liste de tous ces intervenants-là finalement, avec ce qu'on peut soit attendre d'eux, ou les raisons pour lesquelles on peut éventuellement les contacter en cas de difficulté ou de recherche d'opportunités? Alors, je ne sais pas s'il y a un porte unique qui vous donnerait tous ces interlocuteurs. Simplement, localement, dans chaque pays, normalement, sur le site de l'ambassade ou du consulat, vous devez avoir la présence française dans ce pays, donc avec une liste des personnes qui sont, enfin des institutions qui sont là. Mais je ne sais pas s'il y a un portail plus généraliste, dans la mesure où certains de ces intervenants dépendent du ministère de l'économie, qui doit s'appeler autrement aujourd'hui, d'autres du ministère des Affaires étrangères. Donc je ne sais pas s'il y a un portail unique où ils ont des expatriés. Maison, monsieur Lebrun me corriger tout de suite, je ne me souviens plus du nom, la Maison des Français de l'étranger. Que là, la Maison des Français à l'étranger. Oui. Voilà, la Maison des Français de l'étranger, peut-être que là, vous pourriez avoir la liste complète de ces différentes institutions. Et surtout pour ce qui concerne l'expatriation, donc le départ vers l'étranger, et le retour en France. Donc là, le site de la MFE, donc le mfe.org, je crois, est très complet à ce niveau-là. Et vous aurez là, je crois, une bonne mine d'informations pour tout ce qui est donc départ vers l'étranger et retour en France. Après, effectivement, sur chaque site de chaque consulat, et de l'ambassade d'ailleurs, il y a une page présence française, avec tous les contacts locaux, notamment des structures associatives ou des fondations qui sont actives localement. Et puis il y a quand même aussi des sites d'expatriés, il y a le site aussi principal, donc diplomatie.gouv.fr, qui donne aussi beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que la recherche d'informations et de trouver vraiment ce que l'on recherche n'est pas toujours évident. Donc c'est intéressant comme question, et il faudra qu'on essaie de trouver aussi une réponse plus claire à celle-là. Très bien, merci beaucoup. J'avais beaucoup de questions en fait sur le site Expat United qui ont été posées notamment par rapport au permis de conduire ou au changement de domicile. J'en avais une qui était la suivante. Quel papier faut-il apporter pour faire un changement de domicile auprès du consulat? Est-ce obligatoire de refaire la carte d'identité et le passeport? Monsieur Bontemps, du coup, si vous pouvez répondre à cette question. Certains conduire avec son permis de conduire français. Dans d'autres cas, on peut, sur simple présentation de son permis de conduire français, faire un échange et obtenir local.
C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup ici, par exemple, et nous avons réussi à obtenir, ou également dans l'Oklahoma, on puisse ainsi fuir. Mais c'est très varié. D'autres, aux États-Unis, même d'un État, qu'il faut ici. Ça rejoint peut-être une question qui était posée tout à l'heure en début d'émission sur le chat, qui est-il obligatoire de s'inscrire au consulat? Alors, l'inscription sur le registre auprès du consulat n'est pas obligatoire. Ceci dit, nous conseillons fortement de le faire. Ça nous permet de connaître les Français, d'être en contact avec eux. C'est également vous inscrire sur les listes électorales pour voter à l'étranger. Donc, je ne peux qu'inviter très vivement tous nos compatriotes à s'inscrire auprès du consulat. Sinon, lorsqu'on part à l'étranger, vous le savez, il y a des démarches à faire en France, à ce moment-là, auprès des services fiscaux, par exemple, pour signaler votre adresse étrangère. Quand vous venez au consulat, il suffit de venir avec un document quelconque attestant votre adresse sur place, et puis on s'occupe ici de tout ce qui est inscrit au registre, transfert ou autre. Je ne sais plus si vous aviez une autre question à laquelle je n'ai pas répondu. Alors, je vais en avoir une autre. C'était, alors je ne sais pas si c'est spécifique, parce que c'était une question de Laurent en Russie. Peut-on conduire avec un permis français plus la carte consulaire? Et faut-il avoir plus d'1 an de carte consulaire pour avoir un permis russe? Je ne sais pas si vous avez répondu à la question. J'en profite pour en poser une deuxième. C'était quelles sont les démarches à effectuer pour valider le permis de conduire français au Brésil? Et quelles démarches pour obtenir une prolongation auprès de l'ambassade? Alors, comme je vous le disais, il s'agit de règles qui sont totalement variables d'un État à l'autre. Nous essayons de négocier avec l'ensemble des États dans lesquels nous sommes présents pour simplifier au maximum les choses, mais les situations peuvent être très variables. Donc, je ne suis pas en état de répondre à ces deux questions, mais je suis certain que si ces auditeurs se mettent sur le site Internet du consulat, ils y trouveront la réponse. Nous nous indiquons systématiquement sur les sites Internet les démarches à effectuer et les pièces nécessaires pour le faire. Très bien, merci beaucoup pour ces Ils le trouveront, éclaircissements. puis sinon, par un petit coup de téléphone, ils devraient avoir la réponse très rapide. Merci beaucoup. C'est vrai que sur le site Expat United, où justement les expatriés peuvent poser leurs questions à la communauté, on a vraiment énormément de questions, notamment sur tout ce qui est permis de conduire, démarches administratives, etc., passeport. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément, j'ai l'impression, simple, mais en effet, je comprends que ce soit lié au pays dans lequel on est et que les démarches ne sont pas les mêmes. Alors on va conclure puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais écoutez, vraiment remercier l'ensemble des participants. J'espère vraiment que ce rendez-vous d'expatriation vous a permis de répondre à vos nombreuses questions et apparemment en tout cas il vous a permis de connaître les élus AFE, parce que j'ai l'impression que c'était peut-être la représentation qui était la plus sombre pour vous. Donc j'espère en tout cas que maintenant que ça, vous y voyez un peu plus clair et que vous saurez à qui vous adresser. En tout cas, de ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment que tous ces gens sont là pour vous aider, et donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Je vais donc laisser le mot de la fin à nos 3 intervenants, puisque monsieur l'ambassadeur Zeller a déjà conclu parce qu'il devait partir. Et encore une fois, vraiment, je vous remercie d'avoir répondu présent et d'avoir exposé ici votre rôle à l'ensemble de nos participants. Monsieur Bontemps, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup, j'en suis flatté. Merci pour nous avoir donné cette occasion d'expliquer un peu plus clairement, je l'espère, ce que font les différents acteurs. Il est clair que le système est un peu complexe, il y a beaucoup d'intervenants, des intervenants administratifs, des intervenants politiques. Je crois que cependant, au plan local, c'est souvent assez facile de voir qui fait quoi, d'autant qu'il y a en vérité, dans des pays très grands, des guichets uniques localement. Si vous venez ici au Texas, à Houston, eh bien, vous retrouverez au sein du consulat à la fois les services administratifs, les services commerciaux, mais également nous avons des permanences d'autres acteurs. Nous sommes en relation très étroite avec l'accueil français, en relation avec la Chambre de commerce.
Donc, n'hésitez pas, je vous dirais, à passer nous voir dans un cas pareil, et de façon à ce qu'on puisse essayer de guider individuellement les personnes auprès de leurs différents interlocuteurs. En tout cas, nous essayons d'être le plus possible à la disposition de la communauté française, et j'espère que nous y parvenons. Donc voilà, excellente journée à vous, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Le Breton? Oui, écoutez, donc redire qu'on est vraiment à disposition de ceux qui ont des questions. On est d'abord leurs élus, donc on est là pour ça. Je voudrais aussi dire que d'une manière générale, une bonne partie des questions qui se posent trouvent leur réponse localement auprès des acteurs de la communauté française, notamment des associations ou des fondations, ceux qui agissent au quotidien pour les Français résidant hors de France. Et là encore, je conseille de bien regarder les pages du consulat, présence française, association. On y trouve beaucoup d'interlocuteurs intéressants. Donc voilà le conseil que je voulais donner aux uns et aux autres, et de ne pas oublier non plus à contacter donc les élus que nous sommes. J'ai insisté sur le fait qu'on était des délégués de classe. C'est pas, je crois, un mot galvaudé. C'est une réalité quotidienne en tout cas que nous vivons. Et donc voilà. Donc, écoutez, merci à vous aussi d'avoir organisé cette conférence. J'espère qu'elle aura été utile au plus grand nombre. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Madame la sénatrice? Oui, d'abord, moi aussi, je voulais vous remercier de m'avoir invité à participer à cet échange. Je crois que c'est important que les élus puissent échanger avec les personnes qu'ils représentent. Et je voudrais, au mot de la fin, que les élus sont vraiment à l'écoute et à la disposition de toutes les personnes qu'ils représentent, des Français de l'étranger, dans notre cas précis. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Alors, encore merci à vous tous, merci aux participants, merci aux intervenants. Nous avons besoin de vous pour nous faire connaître au plus grand nombre de Français à l'étranger et futurs expatriés. Donc, n'hésitez pas à parler d'Expat United autour de vous. C'est un site gratuit qui est fait pour vous entraider et pour réseauter également. Et je vous souhaite une excellente journée, Monsieur le Consul, et une bonne fin d'après-midi aux autres. Et je vous dis aussi un bon été à tous, puisqu'on se retrouvera pour le prochain rendez-vous d'expatriation en septembre. Merci. Au revoir.